Cyrus Farangui, je suis consultant et je réalise des études économiques pour les administrations publiques et les entreprises. De plus en plus, je contribue à des réflexions sur les risques systémiques, sur la résilience, sur le fait que le modèle que nous connaissons touche peu à peu, semblerait-il, à des limites, qu'elles soient sociales, technologiques, énergétiques ou climatiques. Donc j'essaie d'aider des décideurs qui se posent des questions à ce sujet et j'anime aussi des communautés d'intérêt sur LinkedIn et Facebook et je vous remercie tous qui y participaient d'y contribuer. Le but de cette vidéo est d'exposer des constats qui m'ont amené à être ici et à choisir cette voie, ainsi que de discuter de voies de résilience et des solutions qui s'offrent à nous. Tout d'abord, on va parler de grande accélération et d'écologie, de comment l'armée appréhende ces sujets, de quel est le plan de Laurent Alexandre pour sauver la planète. En deuxième partie, on parlera économie et sociale, pouvoir d'achat. Je fais notamment le constat, en analysant les chiffres, qu'il semblerait qu'une majorité de Français vivent déjà en décroissance, et hélas en grande partie de manière subie. Donc on parlera pouvoir d'achat, inégalité, gilets jaunes. Troisièmement, on parlera pétrole et énergie. Pourquoi c'est important et combien de temps il nous en reste. Alors, qu'avons-nous là? La grande accélération. Qu'est-ce que c'est que cet oiseau-là? Ok, on consomme de plus en plus, on est de plus en plus nombreux à le faire. Depuis un demi-siècle, ça s'accélère significativement. Encore plus depuis que l'Asie a rejoint la fête. D'accord, le système Terre a l'air de se dérégler. Ok, il n'y a qu'une douzaine d'indicateurs ici, mais il y en a probablement d'autres. En effet, ça ne passe plus. D'accord, et le projet, c'est de faire 2 fois plus de tout ça en 25 ans. D'accord, en effet, on peut penser qu'on ne retombe pas paisiblement sur nos pattes ainsi. Alors, pas de panique. Que disent les scientifiques? D'accord. 15 000 par-ci, 11 000 par-là qui sonnent l'alerte. Ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Je gère la situation. Alors déjà, on va gérer le CO2 et l'énergie. On verra plus tard pour tout le reste, agriculture, biodiversité. Bon, on va résoudre les problèmes un par un, en silo. On verra plus tard pour la cohérence systémique d'ensemble et les racines du problème, à savoir notre rapport au vivant et notre surconsommation de ressources naturelles. Le plan, allez, un petit peu d'éoliennes par-ci, un peu de panneaux photovoltaïques par-là, des véhicules électriques par-ci, allez, un petit show d'Elon Musk pour faire le spectacle. Quant aux camions, alors ouais, ça consomme presque autant que les voitures. Bon, allez, chut, on n'a rien vu. Allez, un petit peu de campagne de sensibilisation pour dire aux gens d'éteindre la lumière en quittant la pièce et de recycler leurs déchets. Et le tour est joué. Allez, dans 20 ans, tout sera 100% électrique, 100% renouvelable, des drones, des véhicules autonomes partout. Certes, ça va nécessiter de multiplier par je sais pas combien la production d'électricité pour les data centers, mais bon, on trouvera une solution. Allez hop, magie, on divise par 4 les émissions de gaz à effet de serre, on double le PIB, tout est parfait. Et grâce à Laurent Alexandre, on va tous vivre comme des rois jusqu'à 1000 ans. Ouf! Il était moins une. Alors, quels sont les résultats de mon super plan? Ah ouais, zut, non, encore plus de charbon, de pétrole et de gaz naturel. Il n'y a pas de transition énergétique, manifestement, mais un empilement énergétique malgré des trillions et des trillions investis. D'accord, je comprends pas, tout était bien ficelé. Bon, ah tiens, voilà un message d'un certain Jean-Marc Jancovici. Qu'est-ce qu'il nous dit? Bande d'hurluberlus, vous pensiez remplacer le charbon, le pétrole et le gaz, des énergies denses et pilotables avec du vent et du soleil, des énergies intermittentes et diffuses. Et vous pensiez sérieusement qu'en consommant plus de trucs et de machins, vous alliez diviser par 4 un truc qu'on n'arrive même pas à réduire de 1%. Ouais, vu comme ça, rangez vos modèles macroéconomiques magiques et opaques, faites quelques règles de 3 et intéressez-vous un peu à la physique. Regardez mon modèle macroéconomique à moi, tout le monde peut le comprendre, il n'y a que 2 chiffres et il fonctionne depuis 50 ans, LOL, PTDR, LMFAO.
quel rabat-joie ce Jean Covici. Bon, certes, il a raison depuis 20 ans avec ses règles de 3, mais... Ah ouais, là, vu comme ça, le modèle, effectivement, le meilleur modèle macroéconomique du monde, une droite. Ouais, vu comme ça, en effet, le PIB semble couplé à l'énergie. Mais quelle découverte révolutionnaire! Plus il y a du PIB, plus on consomme d'énergie. Ou l'inverse, peu importe. En tout cas, à part dans des cas très très ponctuels, comme le nucléaire français, il y a apparemment assez rarement du découplage entre PIB et CO2, ou plus généralement entre PIB et destruction planétaire. Ouais, apparemment, c'est pas parce qu'on commande un repas depuis son smartphone que l'économie est soudainement dématérialisée, par magie. Bien au contraire, il n'y a d'ailleurs rien de plus matériel qu'Internet, qui consomme déjà 4-5% de l'énergie mondiale, et encore, c'est pour regarder des vidéos de chats, et ça croît de 9% chaque année. Ok, donc en gros, plus on consomme, plus on pollue. Bon. Eh bien écoutez, je taquine un petit peu, monsieur Jean Covici, mais en tout cas merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Vous inspirez énormément de gens comme moi qui essaient de faire quelque chose, et vos diagnostics sont vraiment inspirants et nous aident à y voir plus clair. Et je suis très très admiratif du combat que vous menez depuis 15 ou 20 ans pour nous. Poursuivons. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Oh zut, c'est-à-dire le dérèglement climatique, c'est pas seulement une boule de cristal, il est apparemment déjà là, c'est pas qu'un délire de bobo gaucho parigot qui s'ennuie devant son ordinateur. Si on regarde, ça concerne des agriculteurs sénégalais, indiens et même français qui le ressentent déjà. Oui, on a là en effet un rapport qui nous montre que pour les 4 principales plantes nourrissant l'humanité, donc le maïs, le soja, le riz et le blé, les rendements commencent à stagner. Et les chambres d'agriculture indiquent qu'en France, il y a une stagnation des rendements de blé fortement influencée par le climat. Et on n'est qu'en 2019. Bon. Alors, pas de panique. Qui peut nous aider? Alors attends. Je cherche des gens sur LinkedIn. Allez. Facebook, mobilisation générale, fini de blaguer. Là, on va prendre l'écologie au sérieux. Alors, qui est-ce qu'on a dans les communautés susceptibles de nous aider? Des climato-sceptiques. Alors, ils veulent qu'on les appelle climato-réalistes. Ils disent quoi ces gens, Olivier? Que tout ça c'est des conneries, que le climat est trop complexe et imprévisible, que c'est pas sûr que le réchauffement soit à cause du CO2 émis par l'homme, peut-être que c'est naturel, ou que les scientifiques montent un complot avec le grid business et l'armée pour gagner de l'argent. Bref, plein de trucs différents selon les courants. Un complot? Mais les scientifiques qui étaient encore récemment du côté sceptique, qui ont reconnu le rôle des gaz à effet de serre émis par l'homme dans le dérèglement climatique, après confrontation de modèles de plus en plus sophistiqués et massifs en données, ils ont été corrompus à leur tour aussi? Bah oui, j'imagine. Ok. Bon, mais ces gens-là, les réalistes, ils sont quand même d'accord pour dire que la planète s'est réchauffée de 1 degré depuis 1880? Alors ça, oui, pour le coup ils ont raison, il y a un consensus. Ah, ok, formidable. Nous avons donc un terrain d'entente. Bon, et c'est quoi leur plan B si ça continue de se réchauffer? L'ONU vient d'annoncer que pour 2 degrés c'était fichu, on va maintenant vers 3-4 degrés, donc ils prévoient quoi ces gens? Ça je sais pas, hein. J'ai pas vu de plan B, ils ont vraiment l'air sûrs de leur coup. Ou alors ils disent que 3-4 degrés de plus, c'est pas beaucoup, ou bien on s'adaptera, ou bien même ça nous permettra d'ouvrir de nouveaux marchés. On fera même des économies sur les puits de chauffage en hiver. Attends, 3-4 degrés c'est pas beaucoup? Non mais c'est pas juste 3-4 degrés de plus. Aujourd'hui, il ferait pas 0 degré, mais 3-4 degrés. Pour se rendre compte de ce que c'est que 3-4 degrés de plus, bon, en fait, on sait pas. C'est impossible de faire la liste des problèmes qu'on va avoir. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est énorme. Il y a des gens qui ont fait cette comparaison avec l'âge de glace, où il faisait 5 degrés de moins. Donc c'était il y a 20 000 ans, au maximum glaciaire, la température moyenne était de seulement 5 degrés de moins qu'aujourd'hui, plusieurs kilomètres de glace recouvraient l'Amérique et l'Europe du Nord, la France ressemblait au Grand Nord sibérien actuel,
On passait à pied à sec de la France à l'Angleterre, la mer étant plus basse de 120 mètres. Mais, pardon, mais a priori, à l'époque, on ne pouvait pas être 8 milliards sur Terre à consommer des fraises, y compris l'été. Bon, en gros, ces mecs, je sais pas, climato-réalistes, bon, au poker, ils ont un 3 et un 5 et ils font tapis. À la roulette, ils misent la vie de leurs enfants sur la case 0, et encore, il y a 97 cases. Attends, ça n'a pas de sens. Je vais quand même demander sur LinkedIn et Facebook, c'est pas possible. J'ai beaucoup d'amis comme ça, mais ils doivent bien avoir un plan B. On ne peut pas juste avoir 0 plan B. Alors, j'ai déjà des réponses. Bon, en fait, certains sont assez sensibles à la question écologique. Juste, bon, ils se fichent du CO2, ils ne croient pas dans cette thèse, mais ils font des trucs. Ils font des trucs pour restaurer les écosystèmes, gagner en autonomie. Voilà, il y a des choses pour l'eau, pour la biodiversité. Bah, c'est une bonne nouvelle. Au final, ils font beaucoup plus de choses que les écologistes de salon qui donnent des leçons depuis tout ce temps et qui, au final, depuis 20 ans, ne font rien et consomment de plus en plus. C'est juste que, bon, voilà, le CO2, pour eux, c'est pas une question, mais qu'ils continuent ce qu'ils font. En plus, avec ce qu'ils font, de toute façon, un co-bénéfice, c'est la réduction des émissions de CO2, donc tant mieux. Bon, bah c'est dommage, plutôt que de tous nous aliéner avec leur théorie du complot, pourquoi ils parlent pas de ce qu'ils font de bien? Bon. En tout cas, bravo, bravo les amis. Après tout, la préservation de la planète est l'affaire de tous. Cela, néanmoins, ne règle pas entièrement nos affaires. Alors, qui est-ce qu'on a d'autre? Les technosolutionnistes. Et ils disent quoi ces mecs, Olivier? Oh, on va bien trouver, hein, que l'homme s'en est toujours sorti, et puis la technologie va nous sauver. Toujours sortis? Mais toujours sortis de quoi? Mais les Romains, les Mayas, Angkor Wat, ils s'en sont sortis peut-être? Et puis la grande accélération, elle a 40 ans. On n'a jamais vu un truc pareil. Il n'y a rien qui ralentit. Le timing est hyper serré. On s'est sorti de rien pour l'instant. Bon, pas de panique, faisons quand même le tour des technologies à notre disposition. Alors, entretien, bibliographie, allez hop, vite, les solutions. L'efficacité énergétique. Alors, elle serait apparemment annihilée par les effets rebonds. Voilà qui est fâcheux, c'est-à-dire que, par exemple, lorsqu'un moteur de voiture est de plus en plus efficace, on fait de plus en plus de kilomètres, on achète des voitures de plus en plus lourdes, ou au pire, avec l'économie d'énergie réalisée, on prend plus l'avion. Voilà pour l'efficacité. L'hydrogène, alors j'y connais rien. Heureusement, Yves Bréchet, ancien commissaire à l'énergie atomique, conseiller scientifique du gouvernement sur la transition énergétique, nous indique dans un jargon technique que je ne comprends pas forcément, mais ça a l'air crédible, qu'il ne faut pas trop rêver sur l'hydrogène. Ce n'est qu'un prototype, le déploiement industriel massif est loin, et puis le potentiel technique est incertain. Je cite, les rendements très faibles de l'électrolyse à froid, la fatigue thermique de l'électrolyse à chaud, des difficultés de transport dans des canalisations d'un réseau vieillissant, ça a l'air bâclé. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme solution? Alors, les énergies renouvelables et le véhicule électrique. Bon, ça on a vu, ça se rajoute, il n'y a pas vraiment de remplacement ou de substitution. Bon, en plus, pour le véhicule électrique, il faut de l'électricité. En attendant, l'électricité, elle est surtout quoi? Elle est fossile. Bon, apparemment, si je regarde, je fais une petite biblio, le gain CO2, il est grand max de moitié. Bon, pourquoi pas, mais bon, en attendant, comme on fait de plus en plus de kilomètres et qu'on veut de plus en plus de voitures, je vois pas en quoi l'équation reboucle. Alors, les solutions un peu plus magiques qu'on me remonte, la capture du CO2. Ah oui, carrément. Ah, soit en sortie d'usine et de centrale à charbon, soit carrément à l'air libre. Alors, manifestement, c'est encore très cher. On confond encore un prototype qui existe et un déploiement massif à l'échelle. Dans le concept, quand même, ça veut dire qu'il faut faire le même travail de capture que la nature a mis des centaines de millions d'années à faire. A priori, en effet, ça va nécessiter de l'énergie et une grosse industrie. En gros, ça veut dire qu'il faut mobiliser toute une nouvelle industrie qui devrait reproduire l'inverse de toute l'industrie des hydrocarbures, charbon, gaz, pétrole. En effet, ça va nécessiter de mobiliser pas mal d'énergie, de matériaux. Je ne vois pas trop comment on retombe paisiblement sur nos pattes.
Bref, bon, soyons lucides. La Chine et l'Inde vont probablement brûler ce qu'il leur reste de charbon pour continuer à se développer. C'est leur droit, tout à fait. Et nous, on veut absolument la 5G et nos week-ends en avion à Venise. Bon, pas de panique. Appelons à la rescousse Laura Alexandre. Il a fait l'ENA, il n'est pas climato-sceptique, il est déjà dans le monde d'après. Alors, qu'est-ce qu'il dit, notre ami? Alors, on va régler le problème du climat parce qu'après tout, au 19e siècle, il y avait beaucoup de caca de cheval partout dans les rues, on était en train de suffoquer, les gens pensaient que c'était la fin du monde. Et pourtant, quelques années plus tard, grâce à la voiture, tout s'est bien passé. Ok. Il dit que les appareils photo numériques aujourd'hui consomment beaucoup moins d'énergie et de métal argent que les appareils de l'époque. Et il dit ha ha ha, voilà les écolos, prenez-en de la graine. Ouais. Je vois pas trop le rapport avec notre affaire, je vois pas trop en quoi ça constitue des preuves comme quoi on va stabiliser le climat. Cela mérite quelques précisions. Je vais de ce pas l'interpeller sur LinkedIn parce que notre génération est inquiète et a besoin d'être rassurée. Monsieur Alexandre, merci de venir nous expliquer. Je n'ai pas compris le rapport. Bah tiens, le mec est sympa. Oui, il a l'air sensible à notre affaire. Il a liké, il a même partagé. Bon. Allez, ça y est. J'ai une réponse sur ma messagerie privée. On fera de la géo-ingénierie après 2050 ? Bah, véridique, il m'a répondu. La géo-ingénierie. Donc on va climatiser la Terre. Non mais il y a des chercheurs du MIT, de Princeton, d'Harvard qui sont sérieusement en train de penser à faire des tests. Non mais c'est surréaliste. Des fois je me demande si on n'est pas juste dans une espèce de caméra cachée géante où les extraterrestres sont en train de bien se foutre de notre gueule, ou alors si moi je suis pas dans une espèce de télé-réalité géante comme le gars dans Truman Show, où toute sa vie était filmée sans qu'il s'en rende compte. En tout cas si c'est le cas, merci de me dire parce que ça me fait pas forcément rigoler. Bon. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, Olivier ? Je sais pas, peut-être que les solutions en France, on les a pas et elles sont peut-être pas en France. Saperlipopette, tu as raison. Regardons du côté des États-Unis. Dans les films, au final, c'est toujours eux qui sauvent la planète. Alors, que disent leurs plus brillants esprits ? Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, dit qu'il veut envoyer 1000 milliards d'humains dans des colonies spatiales. Réaliste, toutefois, c'est ce que dit l'article de journal, réaliste, Bezos explique tout de même que ces capsules spatiales géantes devront être construites par les générations futures, car la technologie n'existe pas encore. En revanche, il s'engage à démarrer les recherches et à commencer à imaginer la manière dont nos enfants devront procéder pour concrétiser ce projet pharaonique. D'accord. En attendant, qu'est-ce qu'on fait sur les 30 prochaines années ? Ah, un certain Elon Musk, fondateur de Tesla, le plus grand entrepreneur du monde. Il dit quoi ce mec ? Attends, plein de trucs, il a plein d'idées. Alors, il veut nous mettre des puces dans le cerveau pour qu'on reste compétitif face à l'intelligence artificielle ? Ok. Ah, et au cas où, plan B, faire fuir l'humanité sur Mars. Mars ? Mais c'est pourri, Mars ! Il veut migrer des milliards d'humains d'ici quelques décennies sur une planète pourrave, alors qu'on galère déjà à en envoyer un. Faut des années d'entraînement pour y aller. Et encore, le mec, il a, je sais pas combien de pourcents de chances de crever dans le voyage. C'est ça son plan ? Mais il prend de la coke, ce type ? Ouais, ça, il le dit lui-même, qu'il en prend de la coke. D'accord, bon. Regardons ailleurs. Quels autres leviers avons-nous à notre disposition pour sortir de cette situation, ma foi, épineuse ? Bon. La technologie, on a vu. Les entreprises. Alors apparemment, elles n'ont pas spécialement beaucoup de business à se faire, beaucoup d'argent à gagner sur la préservation de la planète. Hélas, ce n'est pas un business rentable. Pas de chance, en effet, ça aurait arrangé nos affaires. Regardons chez nos politiques. Bon, commençons à l'échelle internationale, c'est quand même la priorité, se mettre d'accord mondialement. Allez, on y va. Donc 25 COP et rien. Plus il y a de COP, plus il y a du CO2. Ouais, a priori, c'est mal engagé. Bon, l'Europe. Allez, moi j'ai cru à l'Europe, moi je suis un européiste convaincu. Alors, l'Allemagne et la Pologne continuent d'exploiter leur charbon. On a délocalisé notre industrie et on fait fabriquer nos produits en Asie. On fait faire le sale boulot par les Chinois et au final, notre empreinte CO2 augmente alors qu'on se gargarise qu'elle diminue. Et la taxe carbone aux frontières reste une vieille chimère. En effet, ça fait un moment qu'on la propose.
on n'est pas à court de yaka faucon dans cette affaire. Bon allez, la France, je suis convaincu que notre gouvernement va prendre les choses en main. Donc non, zut. Un papier qu'on va copublier avec Yves Bréchet indique que le gouvernement manque de culture scientifique et technique et ne se rend compte de rien. La politique est envahie par les lobbies. Bon, ça, c'est comme ailleurs. Aucune cohérence d'ensemble, que ce soit sur les pesticides, l'huile de palme ou l'énergie. Ah, bon, bah, il reste le niveau local. Hein, les maires, tout ça. Là, il y a des trucs. Il y a des trucs, ouais. Ouais, attends, je crois qu'il y a aussi l'armée. L'armée ? L'armée. Ah oui, en effet, attends. Je vais voir comment l'armée gère cette affaire. Changement climatique et armée. Climate Change and Army. Ouais, en effet, tu as raison. Apparemment, quand tu as des mecs en blouse blanche qui viennent faire des présentations PowerPoint aux généraux chinois, américains et russes, leur expliquant que les glaciers fondent beaucoup plus vite que prévu et que de vastes pans du monde risquent de devenir inhabitables, la réaction est tout sauf « Mais non, c'est des conneries tout ça, c'est un complot de bobos écolo-gauchistes, de la nouvelle religion catastrophiste. » Non, en effet, il semblerait que le climato-scepticisme n'amuse guère cette institution. C'est vrai que leur boulot, c'est d'anticiper les risques sur le long terme, et c'est parmi les seuls capables de tenir une ligne sur le long terme, et avec des moyens de le faire. Bon, en effet, voilà un article qui indique que la Russie, la Chine et les États-Unis se prépositionnent pour tirer profit de la fonte des glaces en Arctique. Pétrole, nouvelle route commerciale. D'accord. Ah. Voilà un autre rapport, cette fois-ci, du Pentagone, demandé par le général Mark Milley, le plus haut gradé militaire américain. Ce rapport dit, vous verrez le lien en dessous, l'armée US ainsi que la société américaine dans son ensemble pourrait s'effondrer d'ici 20 ans à cause du dérèglement climatique, avec des coupures d'électricité, des ruptures d'approvisionnement, des maladies, des famines, des guerres. Ça perd l'hypopète. Ils blaguent pas, ces bobos, parigots, collapsos qui s'ennuient et jouent à se faire peur. Ils ont carrément infiltré l'armée américaine, le Pentagone. Tout ça dans le but d'imposer leur mode de vie et de manger moins de viande et de moins prendre l'avion. Quel sacré petit chenapan ces collapsos quand même, hein. Olivier, regarde. Il y a un graphique là, sur le site de l'INSEE. Truc de fou. Vite. Capture en vidéo là, avant qu'on bascule en dictature et qu'on truque les chiffres. Il y a de moins en moins de croissance. Ça ramollit décennie après décennie. C'était de 6% par an dans les années 60, 4% par an dans les années 70, 2% dans les années 80 et 90, 1,5% dans les années 2000. Et là, depuis 2008, qu'est-ce qui se passe ? Le PIB par habitant stagne. 0% quasiment. Zéro. Il n'y a plus de croissance. Attends, l'économie, alors il y a des crises, mais normalement elle fait ça, l'économie, sur le long terme elle augmente, mais là, depuis la crise on est redescendu, on remonte péniblement, et quasiment tous les analystes sont en train de dire qu'on est à l'aube d'une nouvelle crise, donc ça va redescendre. Et en plus, depuis 2008, on a accumulé 60 points de PIB de dette publique plus privée, tout ça sans produire de croissance. Donc, cycle après cycle économique, on a de plus en plus de dettes et de moins en moins de croissance. 0%. Zéro. Alors, du coup, quand tu as une moyenne de 0, c'est bien qu'il y a des gens qui sont au-dessus et des gens qui sont en dessous. Là, je pense pas que les pauvres soient au-dessus et les riches en dessous. Qu'est-ce qui se passe si on regarde le chômage ? Apparemment, il baisse, il est sous contrôle. Alors, catégorie AAE, environ 3,6 millions chômeurs en 2008 et 6,5 millions en 2017. Et les derniers chiffres montrent que c'est à peu près toujours 6,5 millions. Mais ça veut dire qu'il y aurait de plus en plus de pauvres, de plus en plus de précarité, de plus en plus de déclassement social des classes moyennes. Bah ouais, t'as l'air de découvrir. Regarde le mouvement des Gilets jaunes. C'est significatif d'une augmentation de la pauvreté.
Ah oui, mais moi, je demande autour de moi, les gens ils me disent mais non, ce n'est qu'une perception, c'est démenti par les chiffres. Mais là, les chiffres, ils sont là. Et puis ça commence, après le climat, ça commence à faire beaucoup de mais non. Bah oui, si on regarde d'autres chiffres, les dépenses contraintes, donc loyer, carburant, nouveaux besoins de base comme Internet, smartphone, tout ça augmente plus vite que les revenus, surtout pour les ménages les plus pauvres. Bah, ils sont là, les chiffres. L'énergie et le pétrole, le sang de notre économie. Pas seulement le sang de notre économie, mais ce sur quoi reposent nos vies entières. Si on peut se permettre, par exemple, le luxe de passer nos journées devant des ordinateurs ou à regarder des vidéos YouTube, c'est parce qu'il y a de l'abondance énergétique et pétrolière. Sans ça, rien n'est possible. Il n'y aurait pas de maisons de retraite, il n'y aurait pas autant d'artistes, ou que sais-je. Sans toute cette énergie, on serait obligé de finalement faire le travail des machines et retourner aux champs ou aux ateliers de fabrication. Bref, toute notre vie repose sur l'abondance énergétique. Il n'y a pas d'économie dématérialisée ou d'économie de la connaissance. Tout ça est possible seulement parce qu'il y a une épaisse couche d'énergie sur laquelle on repose. Aussi fou que ça puisse paraître, les gens qui ont eu vraiment affaire de près au gouvernement, ingénieurs et scientifiques et autres, disent que ce genre de réalité est très, très négligé, voire ignoré. L'énergie est quelque chose qui n'est pas infini, qui est potentiellement de plus en plus rare. Si on en avait à l'infini, si on croulait sous du pétrole à gogo, qu'il en restait pour des millénaires, il n'y aurait pas de gilets jaunes. Notre société serait beaucoup plus riche, on aurait beaucoup moins de mal à faire de la croissance, et quand des hôpitaux au bord de l'asphyxie demandent des augmentations d'effectifs, on ne leur refuserait pas. Donc vraiment, beaucoup de choses partent de l'énergie. Alors, la question, c'est combien de temps de pétrole il nous reste ? C'est une fausse question. Il reste 40 ans, il reste 50 ans de pétrole. Enfin, parler comme ça ne rend pas du tout compte du problème. Le problème n'est pas quand sera consommée la dernière goutte dans le dernier avion militaire américain. C'est comment on gère un approvisionnement énergétique qui, chaque année, risque de diminuer. Si dans 20, 30, 40 ans, il y a, je ne sais pas, 2, 3 fois moins de pétrole disponible qui rentre en France, nos vies seront entièrement transformées. Et comme on le verra, cela a déjà un petit peu commencé. Alors j'en entends, mais non, on en trouve encore, il y en a encore pour des siècles. Bon, décidément, ça commence à faire beaucoup de menons, et un menon qui m'a fait beaucoup rigoler, celui de Yann Barthès en réponse à Yves Cochet qui alertait sur les chocs pétroliers à venir, et Yann Barthès qui disait mais non, mais moi, je peux très bien vivre sans pétrole. Non, c'est pas parce qu'on va en trottinette électrique au travail ou en métro qu'on est indépendant du pétrole. On est tous extrêmement dépendants du pétrole, quand bien même on n'a pas besoin de voiture. Enfin, en France, le pétrole consommé par les camions pour acheminer les biens qui viennent jusqu'à nous, en ordre de grandeur, c'est à peu près pareil que la consommation de pétrole des voitures. Donc non, c'est vraiment, tout est dépendant de ça, notre système entier de transport. Que sait-on sur l'approvisionnement mondial et sur ce qui nous reste? Oui, il y a des incertitudes. En tout cas, ce qu'on voit d'ailleurs sur ce graphique-là, c'est que certes on en trouve, mais depuis les années 70, donc une cinquantaine d'années, on en découvre vraiment chaque année de moins en moins. Aujourd'hui, pour vous donner une idée, d'après Rystad Energy, pour 6 barils de pétrole conventionnel consommé, un seul est découvert. D'ailleurs, l'Agence internationale de l'énergie estime que le maximum de production pétrolière conventionnelle a été atteint en 2008. Et depuis, les puits conventionnels, donc pour faire simple, le pétrole facile en Arabie Saoudite, etc., risquent d'être de moins en moins disponibles. Et comme un puits s'exploite, d'après Jean Laherrère, sur 50 ans, la descente pétrolière conventionnelle risque de véritablement s'accélérer. Si l'équilibre mondial tient encore, si on n'est pas déjà entré en descente depuis 2008, c'est grâce, entre guillemets grâce, au pétrole non conventionnel. Est-ce qu'il faut dire grâce? Bon, certes, ça entretient nos vies, mais ça rend d'autant plus difficile la lutte contre le dérèglement climatique, où effectivement le pétrole est lié en grande partie à ça, mais pas seulement le pétrole en soi, mais aussi tout ce qu'il permet d'autre. Sans pétrole, il y aurait aussi beaucoup moins de consommation de charbon. Il y a d'ailleurs des thèses, disons, qui remettent en cause
les scénarios du GIEC les plus catastrophistes en disant tout simplement il n'y aura peut-être pas assez de pétrole pour que nous émettions autant de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc les opinions divergent et vous voyez bien que le problème est complexe. J'en reviens au pétrole non conventionnel, donc c'est ça qui permet encore d'équilibrer l'offre et la demande mondiale, demande qui continue de croître puisque voilà, les Chinois, les Indiens veulent à juste titre vivre comme nous, cela va demander de plus en plus de voitures, de plus en plus de camions. Nous-mêmes, nous voulons en consommer quand même de plus en plus de trafic aérien, par exemple. Bon. Cette industrie non conventionnelle montre des signes de fragilité économique. Les progrès technologiques espérés depuis 10 ans ne sont pas tout à fait au rendez-vous. Un exemple illustratif étant les sables bitumineux du Canada, où on va dire le taux de retour énergétique, c'est-à-dire la quantité d'énergie qu'il faut consommer pour retirer du pétrole de terre, ce taux de retour énergétique globalement stagne depuis une dizaine d'années, alors qu'il est déjà très faible. Cette notion de taux de retour énergétique est très très importante et il faut que chacun en soit familier, c'est-à-dire la raison pour laquelle notre civilisation peut exister, c'est qu'on n'a pas besoin de trop consommer d'énergie pour sortir de l'énergie. Et ce taux de retour énergétique, eh bien, il était, on va dire, de 100 pour 1, c'est-à-dire pour un baril de pétrole consommé, on en sortait 100 il y a 100 ans. Aujourd'hui, il est autour de 15, 20 selon les estimations, et on en est à exploiter des gisements comme les sables bitumineux du Canada, où il est d'environ 4, 5. Donc on en est quand même acculé à aller chercher du pétrole dans des endroits vraiment difficiles, sachant que le pétrole facile est de plus en plus derrière nous. L'offre se resserre vraiment décennie après décennie. Donc, ça ne veut pas dire que demain matin, on se réveille, on pousse la pompe et il n'y a plus rien qui sort. Ça veut dire que ça se resserre. Voilà donc, si effectivement le pétrole facile accélère son déclin et que le pétrole non conventionnel est de plus en plus difficile à aller chercher, c'est-à-dire là, maintenant, les yeux du monde entier sont rivés sur l'Arctique, où la Russie, la Chine, les États-Unis se battent pour aller chercher les derniers gisements potentiellement disponibles sur Terre. Donc on parle d'un endroit quand même hostile dans lequel travailler, où il fait nuit une grande partie de l'année, très froid. Bon, on en est là. Dans le même temps, les coûts d'extraction augmentent, donc certes, on dit au pire on paiera notre pétrole plus cher, mais est-ce que nos économies peuvent vraiment se permettre de le payer beaucoup plus cher ? Nos économies quand même dépendantes, qui ont aussi de plus en plus de difficultés à se payer quoi que ce soit. Est-ce qu'on peut vraiment se permettre un prix du baril à 80, 100 dollars sur la durée ? Est-ce que notre structure économique tient ainsi ? Sachant que, voilà, on est dans un espèce d'effet ciseau entre des prix qui doivent forcément rester bas pour que l'économie puisse souffler, et une industrie pétrolière que les prix bas n'arrange pas. Ça n'incite pas à faire de la recherche, ça n'incite pas à aller chercher des forages coûteux. Voilà un petit peu la situation dans laquelle nous sommes, et vraisemblablement, il y a plus que jamais besoin d'un plan B, et si jamais il n'y avait pas du pétrole facilement disponible pendant les 10, 20, 30 prochaines années. Donc c'est un vrai sujet sur lequel nous, toute la France, doit se sentir concernée. Alors qu'est-ce qui se passe en France depuis une quinzaine d'années ? Eh bien, notre consommation de pétrole a diminué de 15% environ par rapport à 2008. Alors ce moins 15%, est-ce qu'on l'a subi ? Jean-Marc Jancovici dirait probablement oui en grande partie, ou est-ce qu'on le pilote à peu près intelligemment ? Bon, mon constat du moins est que ce n'est pas trop catastrophique. On voit sur ces courbes les différents postes de consommation du pétrole, donc gazole, diesel des camions et des voitures. On voit de moins en moins de consommation d'essence depuis un moment avec le passage au diesel. On voit qu'une grosse partie de la baisse de la consommation de pétrole est liée à la baisse du fuel domestique. Voilà, ça c'est important. Est-ce que c'est une baisse subie ou bien gérée ? Eh bien, un petit peu des deux. Alors, on remplace des chaudières, on isole des logements, mais en même temps, on a une précarité énergétique croissante qui fait que des ménages chauffés au fioul revoient à la baisse leur consommation d'énergie parce que leurs factures sont trop élevées. L'Observatoire national de la précarité énergétique, d'ailleurs, d'après un sondage, estime que 30% de l'ensemble des Français, en 2018, ont restreint le chauffage chez eux pour ne pas devoir acquitter des factures trop élevées.
Donc voilà, cette baisse de consommation de pétrole est aussi quand même en partie subie en ce qui concerne le fuel. En ce qui concerne les transports, eh bien, c'est mitigé. On a une baisse à peu près en ordre de grandeur de 10, 15, 20% de la consommation de pétrole des camions, donc en ligne avec la moyenne que je citais tout à l'heure depuis 2008. Donc les camions, effectivement, font un peu moins de kilomètres. Leur efficacité énergétique ne s'est pas beaucoup améliorée, mais un petit peu moins de kilomètres. Qu'en est-il des voitures? Eh bien, le nombre de kilomètres parcourus est globalement stable, on va dire, bon, à l'épaisseur du trait. Et les voitures, globalement, ont gagné en efficacité énergétique de l'ordre de 10-15% depuis 2008. Donc c'est vraiment un gain d'efficacité qui nous permet de baisser sans trop de douleur notre consommation de pétrole. Néanmoins, c'est une moyenne autour de laquelle il y a des disparités. Notamment, je pense au boom des voitures SUV, qui fait un effet rebond non négligeable sur, on va dire, les gains d'efficacité. On a donc une situation où autour de cette moyenne, on peut avoir des gens qui font de plus en plus de kilomètres, d'autres qui en font de moins en moins, certains qui ont des voitures qui consomment de plus en plus de pétrole, d'autres qui n'ont pas les moyens d'en consommer autant. Donc à nouveau, on parlait d'inégalité sociale tout à l'heure, c'est lié aux inégalités énergétiques. Ce qui m'amène à parler enfin du trafic aérien, car c'est illustratif du problème que nous avons. Si en effet le projet des classes aisées, on le voit sur ce graphique, est de prendre de plus en plus d'avions, et à nouveau je ne suis pas là pour juger, je suis essayer d'analyser un système physique et énergétique. Et si on a une situation où les 10-20% du haut, peu importe, c'est des indications, ont des voitures de plus en plus consommatrices, veulent faire de plus en plus de kilomètres, prennent de plus en plus l'avion, le trafic aérien est en forte augmentation, tandis que les 60, 70, 80% du bas ont des difficultés croissantes à s'approvisionner en énergie, on oublie même de prendre l'avion, mais on a des difficultés croissantes juste à faire le plein, avec un approvisionnement qui dans les prochaines décennies risque quand même de diminuer. Voilà, les choses ne vont pas bien se passer à mon sens, et le système n'est pas stable et socialement équilibré. Donc c'est une vraie problématique qu'on va avoir à gérer collectivement sur les prochaines décennies, où j'ai évidemment pas toutes les solutions, mais c'est dans une ère d'abondance et de croissance où on peut, entre guillemets, faire plaisir à tout le monde, effectivement ces problèmes ne se poseraient pas. Une fois qu'on entre dans une société contrainte, que ce soit en énergie ou en termes économiques, où il est de moins en moins possible de faire plaisir à tout le monde et où il faut gérer intelligemment des ressources non seulement finies mais en diminution, c'est une autre paire de manches qui pourrait nous attendre dans les prochaines années et décennies, et que en l'état, nous ne sommes pas programmés pour gérer. Nous savons gérer à peu près une société en croissance, pas une société en contraction. Ça va faire appel à notre intelligence collective pour voir comment ensemble on peut, de manière constructive, piloter ça de manière pas consensuelle, je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas de manière cohésive. Et bien voilà, ainsi s'achève la vidéo d'introduction de cette nouvelle chaîne, Plan B. Je tiens à remercier le lieu qui nous accueille, le Diable au Corps, café associatif à Rouen. Je tiens aussi à tous vous remercier qui contribuez aux échanges sur Facebook et sur LinkedIn sur les sujets que nous évoquons ici. Si vous ne connaissez pas ces communautés d'intérêt, n'hésitez pas à nous rejoindre sur ces réseaux sociaux pour y participer. Je tiens à remercier tous ceux qui contribuent déjà, qui interviennent régulièrement, qui argumentent, qui sensibilisent, qui donnent de l'information et la diffusent sur nos canaux. Et bien voilà, le travail qu'il y a à faire est assez colossal. Les chantiers devant nous sont immenses. On en revient pour l'instant à chaque fois au niveau de l'individu et des communautés, avec des chantiers tels que la sobriété, l'autonomie énergétique et alimentaire, l'autogestion avec des aspirations croissantes de gouvernance et de démocratie locale. Il y a un énorme chantier à nouveau d'innovation par les low-tech,
par la débrouillardise à employer les ressources, les métaux locaux pour créer soi-même des technologies peu énergivores. Il y a enfin un énorme chantier de l'ordre du spirituel, du bien-être, de comment traverser ce qui est en train de se produire et ce qui nous attend, et bien dans tout simplement la dignité, la solidarité. Et bien voilà, c'est sur ces thèmes-là que nous allons développer peut-être d'autres au fur et à mesure que de nouveaux leviers apparaissent avec les intervenants qui me feront l'honneur d'échanger avec moi. Au revoir, à bientôt.